RFM Midi. RFM Midi. Merci d'être avec nous sur RFM Midi, c'est l'heure du grand journal. Anna Rocha. À la une de l'actualité de ce lundi 20 mai, le meurtre de Binta Camara à Tambacounda, le principal suspect toujours en garde à vue. La famille de la victime attend l'aval du procureur pour inhumation. Le directeur général de la police nationale attendu sur place. Va-t-on vers un nouveau blocage du dialogue politique? Le Front de résistance nationale exclut la société civile de la désignation des personnalités devant mener les discussions. Le PDS fait son comeback dans les rangs du Front. Les premières pluies sont tombées dans le sud du pays. Ce n'est pas le début de l'hivernage, mais la campagne agricole se prépare. La distribution des semences démarre dès le 25 mai. Le vol de bétail inquiète dans le bassin arachidier. Plus de 1000 bêtes volées en 4 mois. Malgré les plaintes des éleveurs, le phénomène perdure. Le grand journal à suivre l'actualité internationale avec Georges Détié-Diop. Au Mali, 7 personnes dont 2 gendarmes et un douanier tués dans la nuit de dimanche à lundi. C'est lors d'une attaque dans le sud du pays. En Gambie, un avocat de la cour d'appel prend la défense du président. Ahmadou Almami Fanding Tal déclare que Adama Barrow peut bien faire 5 ans au pouvoir. Il propose la tenue d'un référendum pour éviter toute polémique. Moïse Katumbi, en République démocratique du Congo, l'ancien gouverneur du Katanga, retrouve Lubumbashi après 3 ans d'exil. Rendez-vous dans 15 minutes, Georges, pour le développement. Juste après vous, la page des sports de Malal Diagne Junior. Thiès de retour dans l'élite du football professionnel après l'accession en Ligue 1 de son équipe. Le président Pape Sidilo, président du SNEPS Excellence, attire l'attention des autorités sur le manque d'infrastructures dans la ville de Thiès. Basketball chez les hommes, 3 victoires en 3 matchs. L'AS Douane reçu 5 sur 5. Les douaniers champions du Sénégal en titre filent tout droit vers le dernier carré des playoffs. Malal Junior Diagne, à tout à l'heure. Ablaï Sissé sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire. Et puis, en fin d'édition, un nouveau numéro de votre rubrique Tarikh Ramadan avec Nafissatou Silla. Anna Rocha. Bonjour à tous. Depuis samedi, l'affaire défraie la chronique. Le meurtre de Binta Camara à Tambacounda, 23 ans, fille du directeur de l'agence de développement local. Le principal suspect, le vigile, est toujours en garde à vue. La famille de la victime s'impatiente maintenant de procéder à l'inhumation et pour cela, il faut l'aval du procureur de Tamba. Le directeur de la police nationale est annoncé sur les lieux. Le point avec Moussa Oumar Gueye. La famille de la victime n'a pas encore reçu instruction auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance Tambacounda pour pouvoir ainsi entamer les procédures aux fins d'inhumation de Binta Camara, arrachée à l'affection de ses parents par un inconnu. Le premier suspect, Malik Diop alias Ako, toujours en garde à vue, répond par intermittence aux questions de l'inspecteur Faye au commissariat de police Tambacounda. Même si les agents de la police scientifique redoublent d'efforts pour une manifestation de la vérité, certaines sources révèlent que le directeur de la police nationale pourrait effectuer le déplacement sur Tamba. Une affaire à suivre. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Sur les nombreux cas d'agression et de meurtres commis contre les femmes ces derniers jours, on attend la réaction de l'AJS. L'association des juristes sénégalaises est actuellement en réunion sur le sujet. Les filles à l'école ne sont pas épargnées. Elles sont souvent victimes d'harcèlement ou de viol. Le réseau des femmes enseignantes pour l'équité et l'égalité du genre tire la sonnette d'alarme. Elles sont en conclave à Thiès pour définir des stratégies de lutte. Correspondant Cheikh Anta Diop. Viol, agression, violence faite aux filles dans les écoles. Le mal est encore là. Le réseau des femmes enseignantes pour l'équité et l'égalité du genre réuni à Thiès fait part de sa volonté de lutter contre ce phénomène. Maïmouna Sissoko, la présidente du réseau des femmes enseignantes pour l'équité et l'égalité du genre. Voilà, ce que nous voulons, c'est d'abord accompagner la promotion de l'éducation des filles en luttant contre les violences faites aux filles en milieu scolaire. Nous savons que c'est un phénomène qui est fréquent, qui existe, qui gangrène la réussite des filles, leur maintien au niveau des écoles. Les chiffres restent alarmants, même si les statistiques ne sont toujours pas disponibles selon ces femmes enseignantes. On s'appuie juste sur les cas que nous avons, qui nous viennent comme ça. Et ce que nous voulons,
c'est véritablement avoir des chiffres qui puissent nous permettre d'identifier véritablement ces localités-là. Et nous voulons nous appuyer sur les femmes. Nous savons que Thiès, Dakar, surtout dans la banlieue, nous vivons parfois des cas pires que celles des régions. Donc nous savons que c'est un phénomène qui est partout. Toutefois, les femmes leaders de Thiès comptent mener des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles où ces phénomènes existent à une échelle jugée encore préoccupante. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout, tout le temps. Il est 12h05, merci d'écouter le grand journal sur RFM. Cette marche des populations du quartier d'EVF à Bombay, elle demande des ralentisseurs sur l'axe Bombay-Fatick. Les accidents de la route y sont fréquents, nous dit Babacar Diouf. Elles ont été outrées par les nombreux cas d'accidents enregistrés, mais aussi le manque de respect du code de la route par certains conducteurs sur cet axe qui relie Bombay à Fatick. Abdoundaou, porte-parole des marcheurs. Il s'est déjà passé plusieurs accidents. Pour ce qui est du bétail, je n'en parle pas, mais il y a eu des accidents mortels, n'est-ce pas, sur des enfants. Vu cette situation qui a vraiment duré, parce que nous avons écrit plusieurs demandes en direction des autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse. C'est la vitesse avec laquelle les véhicules circulent à ce niveau-là, c'est extrêmement dangereux. Tout ce qu'elle demande, c'est la réalisation de ralentisseurs sur cet axe secondaire aujourd'hui surexploité. On a besoin de Doran ici. On a besoin quand même d'une chose qui peut quand même ralentir les véhicules. Voilà, pour essayer au moins d'assurer la sécurité de nos enfants. Parce que s'il s'agissait de nous, les grandes personnes, ce n'est pas grave parce qu'on peut traverser la route comme on le veut sans pour autant risquer quelque chose. Mais les enfants, est-ce que tu penses qu'on doit quand même laisser cette chose-là continuer? Alors qu'on a des jeunes ici qui sont conscients quand même, qui sont engagés. Mais nous, on a décidé quand même de faire partie de cette génération-là qui assume ses responsabilités, de cette génération-là qui joue sa partition dans le développement de sa ville, de sa société. En plus de marcher, les populations ont bloqué les véhicules pendant une bonne heure. La police veillait au grain. Bombay, RFM, Babacar Diouf. Du côté de Kolda, l'hôpital régional est confronté à un manque de personnel. Les médecins spécialistes surtout font défaut, ce qui fait une surcharge de travail pour les autres. Le cri de cœur de ces agents dans ce reportage d'Abdoulaye Diallo. Le déficit de personnel spécialiste empêche de dormir les médecins en service à l'hôpital régional de Kolda. Emmanuel Kazoubengue, médecin chirurgien, est de cela. Vraiment un déficit, il y en a un déficit vraiment criant, déficit personnel médical et paramédical. Mais bon, pour nous, ce qui nous concerne, c'est surtout médical, donc des spécialistes. Donc vraiment, ça manque, c'est vraiment un manque criant. Ce déficit de personnel a engendré une surcharge de travail auprès de ceux qui sont sur place. Il y a une surcharge de travail, parfois même il y a un épuisement. Moi qui vous parle maintenant, je peux vous dire que vraiment, je ne me rappelle même pas comment ça ressemble mon lit. Il faut gérer les urgences de chirurgie. Maintenant, on a une absence de gynécologue. Il faut gérer les urgences de gynéco-obstétrique. Il faut gérer le service de chirurgie, les consultations, les opérations du programme réglé, les urgences, les consultations, les malades hospitalisés. Cette surcharge de tâches agit sur la qualité du service. C'était moi-même, le rendement n'est pas bon parce que tu ne peux pas faire un travail qui devrait être fait 4 personnes et non, ça va se refléter sur le rendement du service. D'où le cri de cœur des médecins de l'hôpital régional de Kolda. Il faut vraiment du personnel, il faut qu'on cherche du personnel, il faut que l'hôpital cherche du personnel, il faut que le ministère envoie du personnel, il faut que l'État envoie du personnel. Surtout le service de maternité, c'est vraiment très délicat, c'est très sérieux. Depuis qu'on a perdu notre gynécologue, il n'a jamais été remplacé. Pour réduire les taux de mortalité à Kolda, le renforcement du plateau technique par le recrutement de médecins spécialistes doit être une surpriorité pour les autorités en charge de la santé. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Et voilà un phénomène qui préoccupe les populations du bassin arachidier. 1635 bêtes volées entre janvier et mai dernier. Ce week-end, 2 nouveaux cas sont venus s'ajouter à la liste déjà longue. Aucune trace des bêtes ni des malfaiteurs malgré les nombreuses plaintes déposées par les éleveurs. L'appel de Marndiaï. C'est devenu monnaie courante dans la localité. Hier, des individus non identifiés ont attaqué le village de Fasgodiba et Djaglé dans la commune de Kei. Les malfaiteurs ont fait irruption dans la nuit du samedi au dimanche et ils ont emporté 8 chèvres selon nos sources avant de prendre la fuite à bord d'une charrette. À Kafri, l'inquiétude est grande. Les populations du Doukouman ne dorment que d'un seul œil à cause de ces bandes armées qui disséminent le cheptel et parfois tuent des personnes. Une situation favorisée par l'obscurité qui règne à Met dans beaucoup de localités. La couverture de l'électricité est encore
très faibles et beaucoup de communes n'ont pas de brigade de gendarmerie. Pour rappel, entre janvier et mai, plus de 1635 bêtes ont été volées dans le bassin arachidier et jusque-là, aucune trace malgré les plaintes déposées. Selon Aboubakar Bité, président de l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail, ses camarades et lui réclament à l'État plus de volonté. Catherine Omar Ndiaye, RFM. Je vous l'annonçais dans les titres, des pluies ont été enregistrées dans certaines localités du pays après Kédougou. Kolda a eu sa première pluie ce week-end, mais si ce n'est pas encore le début de l'hivernage, les paysans commencent à réclamer la mise en place des semences. Le comité de suivi de la campagne agricole assure que la distribution des semences va démarrer le 25 au courant, c'est-à-dire samedi prochain. Ce fera plus de 75 000 tonnes de semences d'arachide doivent être distribuées selon le président du dit comité, Aludia, joint par Ndiogo Diène. Le schéma qui avait été indiqué par le ministre de l'Agriculture à travers le comité de suivi, effectivement, est en train d'être suivi normalement et correctement. Il a été effectivement indiqué qu'entre le 15 mai et le 25 mai, les mises en place doivent être effectives. Les opérateurs qui devraient donc mettre à disposition les semences avaient été indiqués. Les quotas par des notifications avaient été déterminés et les opérateurs sont à l'œuvre. Je crois donc qu'à partir du 25 mai, c'est la date limite des mises en place. Et à partir du 25 mai, les sessions doivent commencer, surtout au sud. Nous avons toujours prévu que dans la deuxième ou la troisième décade du mois de mai, il est fort possible qu'on enregistre des pluies et des pluies utiles. Le capital semencier qui a été distribué ces dernières années, c'était 75 000 tonnes. Cette année également, il est prévu 75 000 tonnes, dont 65 000 tonnes de semences certifiées et 10 000 tonnes de semences écrémées. Les 10 000 tonnes de semences écrémées seront distribuées au sud. Nous n'en disposons pas présentement de certifiées. Mais dans quelques années, certainement, le Sénégal parviendra à distribuer des semences certifiées, rien que des semences certifiées en arachide, parce que chaque année, on récupère plus de 5 000 tonnes de certifiés, plus la quantité qui a été disponible. RFM. L'actualité politique. Le Front de résistance nationale exclut la société civile de la désignation des personnalités devant diriger le dialogue politique. Ces partis de l'opposition soulignent que la société civile doit juste jouer le rôle d'arbitre. Le Front de résistance nationale annonce par ailleurs le retour du Parti démocratique sénégalais dans ses rangs suite à une rencontre avec le leader de ce parti, le président Abdoulaye Wade, ce week-end. Le coordonnateur du FRN, Mokhtar Souran, était l'invité de RFM Matin, Ndiogo Diène. La démarche de la société civile dans le processus du dialogue national n'enchante pas. Dans le processus du dialogue n'enchante pas le Front de résistance nationale. Le FRN précise qu'elle a dévié de sa ligne de conduite en proposant des personnalités qui doivent diriger la commission chargée du dialogue politique. Mokhtar Souran, coordonnateur de ce front. La société civile, pour nous, c'est des facilitateurs, c'est des observateurs. Ils doivent avoir une voix délibérative. Nous pensons que cette société civile-là, les personnes qui sont proposées, ont un rôle beaucoup plus important que d'être dans des commissions cellulaires. Ils ont toujours joué un rôle d'observateur, de facilitateur. Et je pense que cette société civile-là, qui s'occupe des élections, devra plutôt être à côté de la commission cellulaire pour les appuyer parce qu'ils ont une expérience des élections, etc. Et non pas être la commission cellulaire. Même s'ils ne donnent pas des noms, ces partis d'opposition ont une idée sur les profils. Regardez les anciens généraux, le rôle qu'ils ont joué dans la consolidation de la démocratie, dans l'organisation même de toutes les discussions, des élections, etc. Vous avez également d'anciens magistrats où on a dit qu'il faut fixer des critères. Et le critère le plus important, ils doivent être des gens qui ne sont pas liés au pouvoir, pas des gens qui sont en exercice. Ça doit être des gens qui sont à la retraite. Mokhtar Souran et ses alliés excluent par ailleurs les partis non alignés du dialogue. Pour eux, le dialogue doit concerner uniquement le pouvoir et l'opposition. Une opposition qui peut d'ailleurs compter sur le soutien du secrétaire général du PDS que le Front de résistance nationale a rencontré avant-hier samedi après des dissensions sur la participation au dialogue politique. Le président Wade est plus que jamais déterminé à prendre sa place au niveau de l'opposition, qu'ils ont toujours occupé, et il nous a rassuré que
très prochainement, à la prochaine réunion, le PDS sera à côté de tous les autres partis de l'opposition pour mener le combat de l'approfondissement de la démocratie. Les partis du Front de Résistance nationale entendent mettre leurs exigences sur la table, même s'ils réaffirment leur ouverture au dialogue. Ndiogou Diène, donc, quel profil pour diriger le dialogue national? Selon l'analyste politique Mamadou-Sy Albert, le professeur Babacar Gueye, Mazine Ndiaye ou encore le professeur Fatou Sousa remplissent bien les critères. Le politologue soutient que cette personnalité doit avoir de l'expérience dans la tenue des élections au Sénégal, mais doit également être imprégné du débat démocratique. Mamadou-Sy Albert au téléphone de Koumba Sandiane Faye. Je crois que le profil idéal, c'est que cette personne, il doit être suffisamment imprégné du dialogue. Une personne qui a une expérience de l'organisation des élections, qui a une expérience de l'organisation des partis politiques. Donc, c'est quelqu'un qui doit nécessairement avoir un vécu du débat démocratique, un vécu des élections. Mazine Ndiaye, il est une personnalité indiquée parce qu'il fait partie de la société civile. Il a une expérience en tant qu'acteur de la société civile. Vous avez d'un autre côté le professeur Babacar Gueye, qui est un universitaire qui a travaillé sur les questions des libertés, sur les questions des élections, qui est un constitutionnaliste. Lui aussi, il a un profil qui répond aux exigences d'un dialogue politique. Mais vous avez aussi, au niveau des femmes, je veux dire, Mme Fatou Sousa, elle a une expérience de dialogue. On n'a jamais impliqué les femmes. Elle est là, elle se bat depuis quelques années autour du leadership féminin. Pourquoi pas elle? Ça pourrait faire un déclic. Elle a les capacités intellectuelles, elle a l'expérience politique, et elle a également le courage et l'ancrage dans le jeu social. Le choix, on peut le trouver, mais à condition, encore une fois, qu'il y ait une volonté partagée entre son opposition et la société civile. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna. Au Mali, 7 personnes ont été tuées près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon RFI, au moins 2 gendarmes, douaniers et 2 chauffeurs ont été tués par des hommes armés. Cela s'est passé dimanche nuit à Kouri, dans la région de Sikasso, dans le sud du pays. Les assaillants sont arrivés à moto et en voiture. On va où? En Gambie? On parle de la République démocratique du Congo. Allez-y, Georges. Avec le retour de Moïse Katumbi à Lubumbashi, il est arrivé ce matin à bord d'un jet privé et il y avait du monde à l'accueil. Voyons tout cela avec Koumba Sandiane Faye qui nous parle du retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo après 3 ans d'exil. On y reviendra. En Gambie maintenant, un avocat à la cour d'appel prend la défense du président Barrow dans ce qu'il est convenu d'appeler la polémique sur le mandat du président. Selon Al-Mami Fandingtal, le président Adama Barrow peut bel et bien faire 5 ans au pouvoir comme le prévoit du reste la Constitution. L'avocat propose comme solution un référendum pour éviter toute polémique. Anna Rocha. On retourne en République démocratique du Congo. Koumba Sandiane Faye qui n'est pas encore en place, Anna Rocha, le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Retour d'exil, en République démocratique du Congo après 3 ans d'exil chez lui à Lubumbashi, l'ancien gouverneur donc du Katanga qui est revenu au pays. En RDC, toujours, l'ancien porte-parole du gouvernement sous Kabila a été brièvement interpellé chez lui. Selon lui, le ministre de l'Intérieur cherchait à se faire remettre le diamant contre sa volonté. Il parle aussi d'un règlement de compte avec Basile Olondo puisque leurs partis sont rivaux dans le Sankouri. Lambert Mende l'accuse d'avoir ordonné cette arrestation et promet de porter plainte. Le ministre de l'Intérieur lui assure qu'il s'agit d'un malentendu et Lambert Mende a été simplement convoqué et pas arrêté par un général qui s'occupe des renseignements de la police au sujet de cette histoire du diamant.
Au Soudan, Georges, les négociations entre les militaires et le mouvement de contestation ont repris hier dimanche. Les pourparlers portent sur la composition d'un futur conseil souverain de transition, une reprise après une mise en garde des islamistes sur la nécessité de garder la loi islamique comme source de la législation. Daouda Diouf. Il a fallu un certain nombre d'ajustements pour que le dialogue entre militaires et civils soudanais reprenne hier. Les militaires reprochent aux manifestants d'avoir étendu le sitting en exigeant des barricades un peu partout en ville au risque de bloquer la capitale Khartoum. Aujourd'hui, l'urgence réside désormais dans l'accord que les militaires et civils doivent signer. La répartition des rôles de chacun dans le gouvernement de transition. Les leaders de la contestation veulent à tout prix qu'un civil dirige cette future institution, c'est-à-dire le Conseil souverain de transition. Ensuite, il faudra entamer le rapprochement, une reprise en main économique du Soudan. À ce propos, l'Arabie Saoudite vient d'injecter 250 millions de dollars dans la Banque centrale du Soudan pour permettre à ce pays donc de respirer un peu. Il faut dire que là où les civils souhaitent une transition de 4 ans, les militaires optent pour 2 ans. Mais finalement, on apprend que cette transition va durer 3 ans, le temps de mettre en place des élections démocratiques au Soudan. Daouda Diouf, et l'on repart en République démocratique du Congo. Parler de ce retour de Moïse Katumbi à Lubumbashi après 3 ans d'exil en Belgique. Koumba Sandiane Faye. Tout de blanc, vêtu, arborant un large sourire, Moïse Katumbi est bel et bien de retour dans son fief de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Son jet privé s'est posé à 11h45 heure locale à l'aéroport international de Loano, où l'attendaient plusieurs responsables de la coalition Lamuka, dont il est le coordinateur pour quelques semaines encore. Martin Fayoulou, Adolfo Mouzito, Jean-Pierre Bemba et Freddy Matogoulou, les ténors de la coalition, se sont fait représenter à bord d'un Falcon 7X parti dans la matinée de Lusaka, en Zambie. Moïse Katumbi a fait le voyage accompagné par ses fidèles. Dès les premières heures de la matinée, des milliers de personnes avaient convergé vers l'aéroport de Lubumbashi. Une foule compacte a descendu le boulevard Misri en brandissant des dizaines de drapeaux aux couleurs des alliés politiques de l'ancien gouverneur du Katanga. La ferveur était palpable. Le visage de Moïse Katumbi figurait partout le long des axes principaux de la capitale minière de la RDC. Sur des t-shirts, des banderoles, les militants de l'Union des nationalistes fédéralistes du Congo, du Parti national pour la démocratie et le développement ou encore de l'Union nationale de démocrates fédéralistes étaient présents en nombre pour saluer le retour de l'opposant après 3 années d'exil. Avant de regagner la RDC, Moïse Katumbi avait pris le temps d'une rapide tournée en Afrique de l'Est, passant saluer le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ses homologues angolais et namibiens. En Afrique du Sud, Georges, reprise ce lundi des audiences préliminaires du procès de Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain est accusé d'avoir touché des pots de vin lors de la signature d'un contrat d'armement avec le géant français Thales. Les faits remontent à 1999. Depuis 16 ans, la justice sud-africaine n'a jamais pu officiellement engager de procédure. Georges Détidiop, qu'on retrouve en fin d'édition pour la revue de presse. Bonjour Malal. Bonjour Anna Rocha. À la une du football, Thiès aura son équipe en Ligue 1 la saison prochaine. Il s'agit du SNEPS Excellence qui finit championne de la Ligue 2 sénégalaise. Les joueurs de Thiès donc vont évoluer la saison prochaine pour la première fois depuis l'avènement du football professionnel en Ligue 1. Un sentiment de satisfaction pour le président Maître Pape Sidilo qui avertit également les responsables du football quant à la fermeture du stade Lat Dior de Thiès. Maître Pape Sidilo avec Youssou Podian. Notre principale arme cette année, c'était d'avoir mis beaucoup d'insouciance dans le sportif, mais en mettant de la rigueur, pour ne pas dire de l'intransigeance sur la gestion managériale du club. Si on vous dit qu'on venait d'être promu et qu'on jouait avec un demi-récupérateur, on jouait avec 5 éléments offensifs durant 26 journées. On a joué dans la zone adverse durant 26 journées. On a attaqué toutes les équipes durant 26 journées. Et c'était le prix à payer pour arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, on n'a aucun arriéré de salaire. On n'a pas d'arriéré de prime. On a réglé ce problème-là pour amener de la stabilité et de la sérénité dans l'équipe. Mais aussi, on a préféré mettre cette équipe-là dans des conditions de performance pour qu'aucun joueur ne dise que le joueur qui est dans tel club est mieux loti que moi. Mais ensuite, on a réglé le problème de la stabilité. Parce que ce coach-là, dès que j'ai été élu président pour 4 ans, j'ai appelé le comité directeur, j'ai appelé le conseil d'administration de CNEPS Pro SARL. Je lui ai dit que je mets ce coach-là pour 4 ans. Quels que soient ses résultats, il restera. Et c'est ce qui a fait qu'il a travaillé dans la stabilité, dans la sérénité.
On est en train de travailler. La Fédération sénégalaise de football nous a offert une pelouse. On est en train de faire les démarches pour l'installer avant le début du championnat, pour recevoir à Maniang Soumaré qui est plus vivant. Si on n'a pas ça, on a le plan B Stade Lat Dior. C'est vrai qu'il y a des réticences au sommet de l'État pour ne pas ouvrir le Stade Lat Dior. Peut-être en tant qu'autorité étatique, elles ont des informations que nous n'avons pas. Mais ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est d'avoir organisé 2 matchs internationaux là-bas et que les clubs de Thiès demandent que les gradins et la pelouse pour pouvoir jouer un championnat, qu'on leur refuse ça. Je peux rappeler, peut-être, je peux me tromper, qu'on était en course contre Fatick. Peut-être c'est une explication. C'est donc les propos de Pape Sidilo. Un autre technicien qui vit à Thiès, qui est le directeur technique de Walidan, a analysé les bons résultats du football thiessois. Même si dans la région Mbour était la locomotive, la tendance est en train d'être inversée. Pourquoi? Comment les Thiessois ont fait pour en arriver là? Réponse avec Mamar Tchoun. Il faut toucher du bois et se féliciter des résultats de Thiès ces dernières années. Chaque fois, il y a eu 1 ou 2 montées et ça s'est poursuivi jusqu'à cette année où on a eu le SNEP qui vient à L1. Donc Thiès va voir les grandes équipes depuis longtemps ne venaient plus à Thiès. On va les voir. Ensuite, en national, il y a Thiès FC qui a fait l'accession également, c'est important. Ce qu'il faut surtout dire, chaque fois que le football sénégalais marchait, il y a eu des équipes de Thiès qui ont été des locomotives et qui ont fourni énormément d'internationaux au football sénégalais. Bon, maintenant, le travail a été fait et bien fait. Le pôle s'était déplacé vers Mbour, mais actuellement, on sent que Thiès revit. Mais comment allez-vous faire face au manque d'infrastructures alors que vous avez beaucoup d'équipes qui évoluent entre la Ligue 1 et la nationale? Bon, il y a eu la promesse de M. le ministre des Sports il n'y a pas longtemps pour la réfection du stade Maniang Soumaré. Une fois qu'on aura fait le stade Maniang Soumaré, bénéficiant du stade Maniang Soumaré et du stade Lat Dior, je pense que les équipes de Thiès n'auront pas à se plaindre. On pourra disposer vraiment d'infrastructures. Thiès ne dispose actuellement que du stade Maniang Soumaré. Bon, si on le réfectionne et que le stade Lat Dior, on puisse l'utiliser décemment, je pense que le niveau va s'améliorer et à partir de là, ça va profiter à la population. Et n'oublions pas également que sur le plan économique, quand beaucoup d'équipes viennent à Thiès, la population y trouve également son compte. Ne serait-ce que sur le plan de l'engouement populaire, mais sur le plan commercial, les petits commerçants qui vendent leurs produits également, quand il y a de grands événements, c'est important pour le développement d'une ville. En basket, Malal, le champion en titre, assure en play-off. Reçu 3/3, les douaniers marchent sur l'eau. En cette deuxième partie de championnat, l'équipe championne en titre a réussi à avoir 3 victoires en 3 rencontres. Dernière victime enregistrée hier, l'AS Ville de Dakar battu 85-69. À la fin de la rencontre, Mamadou Gueye, alias Pabi, a fait le point avec Sodekam. Une victoire, ça se construit de la première à la dernière seconde, et ce que nous avons essayé de faire. Mais le constat que j'ai fait, c'est que lors des 30 premières minutes, nous avons joué avec un faux rythme. On n'arrivait pas à accélérer le jeu, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait faire. Sur le plan défensif, on était trop à la traîne. C'est pour cela que nous avons encaissé pratiquement 50 points lors de ces 3 premiers cartons. Mais au 4e carton, nous avons augmenté notre niveau d'intensité, notre niveau d'exigence, couper les premières lignes, se battre sur les duels de 1 contre 1, prendre les rebonds par-ci, par-là et les perturber un peu pour pouvoir les gagner avec un score. Vous savez, j'ai un effectif de 12 joueurs et il faut que je puisse faire des rotations. Maintenant, au moment d'aller à 10 points, le fait de faire des rotations, parfois si certains joueurs ne sont pas là, l'autre équipe a l'ascendance psychologique, là, il vient sur toi, hop, le doute s'installe et puis voilà quoi. Le coach du club de l'AS Douanes. On termine avec le handball, on connaît chez les hommes certaines affiches pour les 8e de finale de la Coupe du Sénégal. On peut citer Dakar, l'équipe de Sacré-Cœur qui va jouer contre Golf, Isaac Defera Saltigué. Le choc de ces 8e de finale, c'est le Dakar Univers Club qui va jouer contre les militaires de l'ASFA. La GIA Defera l'US Gorée. Diourbel fera face au stade de Mbour. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. Merci beaucoup Malal. RFM, la chronique du jour. Ablaï Sissé, vous ne dormez plus, dites-vous, depuis que vous savez que 500 tonnes de déchets hautement toxiques sont prêts à s'écouler dans la nature. C'est d'autant plus inquiétant que tous, l'État et les industries chimiques du Sénégal, attendent que ça explose, une attitude fataliste que vous dénoncez. Et on n'a rien inventé, c'est le tout nouveau ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, qui lâche la bombe. On a d'abord pensé à un coup de com' d'un ministre qui cherche son buzz pour attirer la lumière à lui dans un ministère qui n'est pas souvent au premier niveau des préoccupations des Sénégalais. Mais ça, c'est une erreur de notre société. Elle devrait s'intéresser un peu plus à l'environnement, au concept de développement durable qui est au début et à la fin de tout, véritablement.
Je disais simple coup de com' puisque la tournée du ministre de l'Environnement est arrangée dans le registre des prises de contact avec les services relevant de son département. Tous ses collègues le font et on perd toujours un bon mois dans ce rituel à la mise en place de chaque nouveau gouvernement. Mais il est quand même inhabituel que la tournée des copains soulève un si gros lièvre et pour le coup, c'est carrément sortir les cadavres du placard. D'abord une certitude. La sortie du ministre de l'Environnement découle bien d'une stratégie mûrement réfléchie. Il n'est vraiment pas allé par hasard visiter les caves des ICS. Mais c'est très bien qu'il en soit ainsi et ça nous change tellement d'une simple virée chez les amis où finalement tout va bien et on promet de revenir avec biscuits et bonbons pour rendre la courtoisie de l'accueil. De deux choses l'une. Où le ministre savait et mesure réellement le danger parce que quelqu'un lui a soufflé dans l'oreille et que Abdou Karim Sall ne veut surtout pas être le ministre de l'Environnement sous lequel la catastrophe écologique va exploser. Son objectif est de nous dire, voyez, je viens d'arriver et c'était là avant moi. Ou alors le ministre met la pression sur celui qu'il a nommé pour lui venir en aide. Si vous lui connaissez une telle témérité, dites-moi, j'en doute. La constante, et c'est ça qui est grave dans cette affaire, 500 tonnes de déchets toxiques sont là, même pas conservés, même pas bien gardés, puisque les contenants sont déjà rouillés et laissent échapper du liquide, et que manifestement, le pays n'est même pas outillé pour traiter ses propres déchets toxiques de surcroît. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter de finir comme ça? J'aurais vraiment choisi une meilleure fin du monde pour nous tous. C'est vrai qu'on étouffe de pollution à Dakar, qu'on suffoque dans la circulation, qu'on se sent à l'étroit dans l'encombrement et l'anarchie en tout genre, mais c'est encore un coin de paradis ordonné dans son désordre. Mais alors, 500 tonnes de déchets toxiques, personne ne va y échapper. On va tous choper un cancer, faire des enfants atteints d'une malformation, puisque dans un moindre mal, on va manger des produits de la terre contaminés, utiliser de l'eau qui va empoisonner notre système, respirer des particules toxiques et ne plus respirer sainement jusqu'au dernier souffle. Mais que fait-on du principe de précaution ? Pendant qu'on a sous les bras 500 tonnes de déchets toxiques sans savoir quoi en faire, l'usine tourne en plein régime et produit encore des déchets et bientôt 1000 tonnes et on ne saura toujours pas quoi en faire. Quelqu'un doit nous expliquer pourquoi on ne maîtrise pas la chaîne du début à la fin. Et je pose la question, que découvrirons-nous dans 10, 15, 20 ans que les industries pétrolières, gazières et minières aussi auront leurs déchets non traités? Mon Dieu, épargnez nos côtes d'une marée noire, on ne saura pas comment nettoyer l'océan. Les autres ont même dépassé le simple principe de précaution et ont inventé le nouveau principe de l'innovation pour être avant-gardistes. Et nous, on est toujours dans nos ténèbres du principe de Yalla Bahna, Dieu est grand, Allah, notre sauveur, Inch'Allah. Inch'Allah, de toute façon, il ne nous reste plus que ça. RFM, la presse du jour. La revue de presse de Georges Didier-Diop. Presque toute la presse s'en émeut. La série d'horribles meurtres cette fin de semaine, comme le souligne Vox Populi. Binta Camara, dont la photo est à la une de tous les journaux quasiment, violée et tuée à Tambacounda. À Ouakam, une femme découverte nue, le corps en décomposition dans des ordures d'un centre commercial. Et cela une semaine après la tragédie de Thiès, le meurtre de la jeune Koumbayad. Vox Populi et le quotidien le rappellent d'ailleurs, mais le meurtre qui retient le plus l'attention, c'est celui de Binta Camara, la fille du directeur général de l'ADL, violée et assassinée chez elle, comme l'indiquent les Échos. Tout simplement révoltant, s'exclame Enquête. Tribune parle d'un week-end en sang et le journal Le Quotidien d'un mois de mai sanglant pour les femmes. Le journal Le Quotidien qui informe que pour le cas de Binta Camara, le visul de la famille est placé en garde à vue. Tous les quotidiens en parlent et l'AS, Enquête et Libération ajoutent à ce propos que la police scientifique a fait une descente à Tambacounda sur le lieu du crime. L'AS nous apprend que des traces de sperme ont été relevées sur le bas-ventre de la victime et sur le pantalon du principal suspect. Malik Diop, garde du corps de son père qui faisait office de vigile. L'observateur qui tente de dérouler le film de la tentative de viol qui a viré au drame révèle que Binta Camara a été retrouvée dans la chambre de ses parents, allongée sur le dos avec des blessures sur le visage. Au chapitre des réactions, après ce crime que les Échos qualifient de crapuleux, l'ancien ministre Aliou Sow demande le rétablissement de la peine de mort. Abdoul Mbaye, lui, interpelle le gouvernement.
effectivement. Mais qu'attendez-vous pour protéger et sauver la vie des Sénégalais? S'interroge-t-il, non sans demander aux autorités d'investir moins dans le matériel anti-émeute, dans l'écoute et la surveillance des opposants politiques. À lire dans l'Observateur, l'histoire de Binta Camara, une ancienne étudiante de l'ESP qui a abandonné ses études pour prêter main forte à sa maman. L'Obs qui met plus en évidence une interview avec Serigne Saliou Thioune, le nouveau guide des Tiantakoun. Au menu de l'entretien, ses derniers échanges avec son père, Cheikh Béthio Thioune décédé, le statut de guide des Tiantakoun qui, dit-il, ne l'a jamais intéressé, l'histoire de l'écharpe qu'il porte depuis son intronisation, entre autres sujets. Un coup d'œil à présent dans Source A. Il est question d'une stratégie de Salif Sadio qui a échoué. Selon mon confrère, Salif Sadio avait simulé l'exécution sommaire de 6 jeunes et leur enterrement dans une fosse commune au fin de tendre un guet-apens à l'armée. C'est samedi dernier dans le département de Bignona. C'est un jeune conducteur de moto Jakarta qui a fait irruption dans la gendarmerie pour dire que 6 conducteurs de moto auraient été trouvés assassinés dans la forêt classée de Boutolotte-Nialor. Il dira également que les victimes, dont certaines encore en vie, ont été enterrées dans une fosse commune. Une supercherie. La gendarmerie a heureusement déjoué le piège. Selon Source A, il s'agissait d'un sale traquenard comme cela fut le cas en 2012. Et le journal apprend que le commandant de brigade de gendarmerie de Bignona a ouvert une enquête sur ordre du parquet régional de Ziguinchor pour mise en danger de la vie d'autrui et fausse dénonciation de nature à semer le trouble. Politique à présent avec la problématique du choix du président de la commission de pilotage du dialogue politique. Sud Quotidien s'y intéresse et affirme que la classe politique est à couteau tiré. Professeur Babacar Gueye et Mazin choix d'une frange de l'opposition, souligne le journal Sud Quotidien qui rapporte des propos de Zahra Iyane dans le grand jury de RFM. Pour la ministre et responsable APR, tous deux sont partie prenante du dialogue politique en leur qualité de représentants de la société civile à la table des concertations. Le journal Sud informe aussi que le pôle des non-alignés vote pour les professeurs Aliou Sall et Babacar Kanté. À vos kiosques et bonne lecture. Midi 36, c'est la fin de cette grande édition d'information. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité, le meurtre de Binta Camara à Tambacounda. Le principal suspect toujours en garde à vue. La famille de la victime attend l'aval du procureur pour inhumation. Le directeur général de la police nationale est attendu sur place. Va-t-on vers un nouveau blocage du dialogue politique? Le Front de résistance nationale exclut la société civile de la désignation des personnalités devant mener les discussions. Les premières pluies sont tombées dans le sud du pays. Ce n'est pas le début de l'hivernage, mais la campagne agricole se prépare. La distribution des semences démarre le 25 mai prochain, c'est-à-dire samedi. Le vol de bétail inquiète dans le bassin arachidier. Plus de 1500 bêtes volées en 4 mois. Malgré les plaintes des éleveurs, le phénomène perdure. Merci à Abdoulaye Diop à la mise en onde, réalisation Ndjogoudjen. Retour dans l'info dans 20 minutes. Ce sera la grande édition d'information en Wolof d'El Haj Hassan Gueye. Vous restez avec nous sur RFF. Je vous laisse en compagnie de Nafissatou Silla pour un nouveau numéro de votre rubrique Tarikh Ramadan. Merci chez vous. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Tarikh Ramadan, l'actualité liée au Ramadan. 14 jours de jeûne pour les uns, 15 pour ceux qui ont démarré en premier. C'est aux environs de 16 heures que la circulation devient un peu plus dense. Tout le monde s'empresse de rentrer à la maison à temps pour la coupure du jeûne. À cette heure, les nerfs sont généralement tendus et souvent c'est tolérance zéro dans la circulation routière. Le constat avec Laoubé Diagne. 16h07 sous un soleil intense, un embouteillage monstre au rond-point Sable. Les automobilistes coincés peinent à circuler normalement. Ce taximan en tenue traditionnelle livre son sentiment. On essaie de se comprendre, chacun essaie de comprendre son procès. Si on fait ça, tout ira bien. Même scénario à la place de l'obélisque. Ce sexagénaire, trouvé dans sa voiture, est abasourdi. Il propose quelques solutions pour remédier à cette difficile situation. Elle est dense parce que d'abord les routes sont très étroites, elles sont mauvaises également. Et ensuite, il faut le dire, les véhicules augmentent. En cette période
période de Ramadan où il fait chaud, les gens ne mangent pas, ça s'énerve vite. Mais réellement, il faut reprendre l'urbanisation interne. À quelques mètres de là, nous sommes à l'arrêt de bus. Pape Sarr attend tranquillement la ligne 2. Il déplore l'étroitesse des rues. Il estime que le jeûne a un impact négatif sur le comportement des automobilistes. On a remarqué qu'à chaque fois à cette période de l'année, et particulièrement au mois de Ramadan, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la fluidité de la circulation. Cela est certainement dû à certains horaires qui sont les mêmes pour tous les travailleurs à cette période de l'année. Concernant maintenant l'attitude des personnes, je crois que c'est une question de tempérament. Les gens sont pressés, ils ont hâte de rentrer. Il y a les effets du jeûne. Il y a beaucoup de considérations psychologiques qui sont liées au tempérament. La circulation devient de plus en plus dense en cette période de Ramadan. Chacun s'empresse de rentrer pour rompre le jeûne chez lui. Les cœurs restent étroits et personne ne pardonne le moindre geste. L'Aubé-Diagne, comme à l'accoutumée tous les jours pendant le Ramadan, les Baïfal apportent le ndogu chez le Khalife général des Mourides, une tradition depuis 1930. Et chaque 10 jours de jeûne, cela se fait à grande pompe, une grande manifestation chez le Khalife des Baïfal. Et justement, Marème Diop était chez le Khalife des Baïfal, Serigne Cheikh Jumbo Fall, reportage. Tous les 10 jours, le même rituel. Ici, on ne connaît pas la demi-mesure. Nous sommes dans la maison du Khalife des Baïfal, Serigne Cheikh Jumbo Fall. C'est en caravane que les daïras amènent le ndogu, accompagnés par des pas de danse endiablés chez les femmes. Les hommes entendent des zikrs en l'honneur de leur guide spirituel. Tout ceci traduit chez eux le plaisir d'accomplir leur mission. Vu qu'on est des Baïfal, on ne prie pas, on ne jeûne pas et on ne donne pas la zakat. Alors si le marabout nous demande de venir ici pour donner le ndogu, on le fait. Aujourd'hui, rien n'est de trop. Entre les différents plats de résistance, sans compter le dessert, Serigne Abdoulahat Sambo porte la parole du Daïra Serigne Modou Abdoulaye Falnar. On a préparé tout, les choses qui viennent sur le ndogu pour le faire sur le mois de Ramadan. C'est des bernets, c'est des touffés, des boissons, et des fruits, et des sauces d'eau, et des bouteilles d'eau ensuite, et de l'argent. Toutes les choses qu'on a dans nos postes, dans nos cœurs, on les prend, on les amène ici pour le donner le Khalife général des Baïfal. Une tradition très ancienne. Sur l'indigal de Serigne Cheikh Bintou Fall, le Khalife de Mam Serigne Modou Abdoulaye Fall. Chaque année, durant le mois de Ramadan, tous les Baïfal se mobilisent pour faire le ndogu. Toutes les maisons des Baïfal se mobilisent en fond de nos cœurs pour participer sur le mois de Ramadan pour préparer le ndogu. Comme le veut la tradition, tous les plats préparés sont ensuite convoyés chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Marème Diop, Touba Mbacké pour la radio Futur Média. L'heure en arabe souhour, repas matinal pour entamer le jeûne, mais beaucoup de jeûneurs préfèrent se passer de cette recommandation du prophète Mohammed pour diverses raisons. Certains par contre se contentent d'un petit déjeuner classique, du café et du pain, d'autres du poulet, de la bouillie ou même d'un bon tchéboudian le matin. Koumba Sandiane Faye est allé à leur rencontre. Le repas matinal, autrement appelé Khode, le jeune Ousseinou sur son vélo, tellement passionné par le sujet, s'arrête pour répondre à la question de savoir ce qu'il préfère manger avant de démarrer son jeûne. Je préfère café et du pain. S'il y en a du beurre ou d'autres sauces, je prends beaucoup de whey. J'aime pas d'autre que ça. Tantôt de la céréale comme du pain avec du café au lait, tantôt du tchakri ou de la bouillie et encore même du riz pour certains de sa famille. À chacun son goût. Ça dépend, il préfère du riz, poisson, parfois je prends tchari ou fondé, ça dépend. Un autre matard croisé sur son chemin, cure-dent à la bouche, le jeûneur lui a un penchant pour un petit déjeuner classique, du café et du pain. Moi, je préfère du pain avec du café. Seulement cela, je n'aime pas tout ce qui est bouilli ou tchakri à cette heure. Et après, je bois de l'eau. Se lever à 4h ou 5h du matin pour manger, nombreux sont ceux qui ne prennent pas
cette peine. Sorna Fatima Lo, étudiante, s'éclate une fois que le sujet sur le Kheude est abordé. Non, j'ai pas l'habitude car je pense que si je le fais, ma journée serait si difficile. Je me lève boire de l'eau et prier. C'est ça seulement. De l'eau lui suffit pour bien tenir le temps d'un jeûne pendant que sa famille, elle, se régale. Je préfère comme de poulet ou bien viande. Les deux sont les deux qu'ils vont prendre. Non loin de là, Shamsuddin, lui, ne se donne même pas le temps de se lever parce qu'il se couche tard. Parce que je travaille toute la nuit, je me couche à 3h du matin, je me sens très fatigué, j'ai un sommeil très lourd, je me lève pas. Il y a une tante à la maison qui veut me réveiller, qui tape à ma porte tout le temps. Lève-toi, tu peux même boire un peu d'eau. Je ne réponds pas. Pour ce repas considéré comme le plus important en cette période de Ramadan, ce qui est recommandé est de manger des céréales ou de la bouillie, ou juste prendre des fruits, surtout ceux hydratants. Et le point de vue de notre spécialiste, le médecin nutritionniste recommande un menu sain pour le souhour ou le khud, un menu léger capable de faciliter le transit et surtout boire beaucoup d'eau avant de démarrer le jeûne. Zohra Yassine, médecin nutritionniste que nous écoutons. Commencer par le petit déjeuner pour les personnes qui apprécient de se lever le matin de bonne heure pour prendre leur petit déjeuner. Alors je dirais qu'il est très, très important de prendre un grand verre d'eau pas très froide à jeun le matin pour bien s'hydrater. Quelques fruits secs, je dirais l'idéal 3 fruits secs, une portion de céréales qui peut être représentée par du pain. De préférence, on va préférer du pain complet afin de réguler les troubles du transit qui sont fréquents au cours du ramadan. Alors ça peut être du pain complet, ça peut être des céréales. Prendre des céréales à base de blé complet, des mueslis aux fruits, des mueslis aux graines. Donc tout ça, ce sont des produits céréaliers pour le matin. Important aussi, je dirais, un produit laitier pour assurer les apports en calcium. Le produit laitier, alors à base de, je dirais, de yaourt, de lait ou de fromage, une portion, et puis un fruit qui serait important pour la vitamine C, les fibres pour avoir l'énergie nécessaire pour toute la journée. Ceci met fin à ce numéro de Tariq Ramadan, l'actu du Ramadan. Merci à El Hadj Ndiogou Diène pour la réalisation, à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique.